Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de la géopolitique, puisque Donald Trump, Benjamin Netanyahou nous impose une guerre. Et nous sommes donc obligés de l'analyser, cette guerre, pour en faire ressortir les enjeux. Bon. On a l'impression que cette semaine, on a échappé de peu à une catastrophe humanitaire, puisque Donald Trump avait menacé le monde et menacé l'Iran de détruire tout son peuple, de détruire toute sa civilisation. Tenez. Dois-je vous rappeler que lorsqu'il y a un peu plus de 4 semaines maintenant, Benjamin Netanyahou et Donald Trump nous ont entraînés dans cette guerre, ils l'ont fait dans l'intention, ont-ils dit tous les deux, de libérer le peuple iranien du dictateur l'ayatollah. Ils sont entrés en guerre, ils ont agressé, car du point de vue du droit international, c'est une agression. Ils ont agressé un État souverain au motif fallacieux de libérer son peuple. Et là, on parle de 90 millions d'Iraniens qui sont tout à coup devenus des mineurs qui ont besoin d'Israël, suivez mon regard, pour les libérer de leur régime. Et Donald Trump a même avoué avoir envoyé des armes en Iran pour aider ce bon vieux peuple iranien à se soulever contre ces mauvais dirigeants. Et puisque le peuple iranien n'a pas suivi Benjamin Netanyahou et Donald Trump dans leur folie, dans leurs agressions, dans leurs violations du droit international, alors Donald Trump a changé. Il a changé de narratif. Désormais, il veut
détruire le peuple qu'il voulait pourtant sauver il y a 4 semaines. Tenez, un autre petit rappel. Quand Donald Trump est entré en guerre, parce qu'il n'a pas déclaré la guerre, puisque déclarer la guerre est une prérogative du Congrès américain, congrès que Donald Trump a tenu en dehors de ce projet de fou. Eh bien donc, lorsque il y a 4 semaines, Donald Trump est entré en guerre manipulé par les sionistes nazis, à la tête desquels se trouve un certain nazi du nom de Benjamin Netanyahou, lorsque donc il y a 4 semaines, répétais-je, Donald Trump est entré en guerre, un journaliste lui a posé la question à savoir, mais pendant combien de temps espérait-il maintenir cette opération militaire? Il a dit dans 4 jours, ce serait fini. Parce que les sionistes nazis ont fait croire à Donald Trump dans leur manipulation que une fois qu'ils auraient décapité, c'est-à-dire coupé la tête au régime iranien, eh bien dans 4 ou 5 jours, le régime s'effondrerait de lui-même et le bon peuple mineur iranien, là on parle de 90 millions de personnes, donc des Iraniens qui sont minorisés par Israël et les États-Unis, une fois que Israël et les États-Unis auraient offert à ces 90 millions de mineurs l'opportunité de décapiter le régime, eh bien ces 90 millions d'Iraniens se lèveraient d'eux-mêmes pour prendre le pouvoir. D'autant que, au dire même de Donald Trump, les États-Unis ont envoyé des armes en Iran. Rien de cela ne s'est produit. Le dernier bluff en date, la dernière duperie en date, ce qui nous a fait croire, mais à tort, je n'y ai jamais cru, qu'on était au bord du précipice, qu'on était au bord de la catastrophe humaine. Donald Trump a répété que le mardi à 20h, une civilisation, toute une civilisation allait mourir. Il allait effacer de la terre, n'est-ce pas, 90 millions de personnes. Vous savez que je suis historien, je vous le rappelle quasiment à chaque dimanche. Si je vous dis solution finale, savez-vous à quoi je réfère? Eh bien, solution finale, c'est une formule que les nazis d'Hitler avaient inventée pour parler de leur désir d'effacer tous les Juifs de la face de la terre. C'était ça la solution finale. Toute l'idée de construire des fours à gaz, des chambres à gaz, etc., c'était pour faire en sorte qu'il ne reste pas un seul Juif sur terre. C'était ça la solution finale. Et on a condamné avec raison, parce que la mort d'un homme, c'est la mort de tout homme. Et là, nous sommes justement entre 1939 et 1945. Est-ce que vous réalisez que près de 70 ans plus tard, ce sont maintenant les sionistes juifs et les Américains qui tiennent exactement le même langage? Dans quelques heures, toute une civilisation va mourir. Dans quelques heures, toute une nation va disparaître. Et Trump a écrit cette phrase sur son compte. Et comme si cette méchanceté en soi n'était pas suffisamment répugnante, eh bien, son vice-président, Vance, en a remis plusieurs couches. Je crois qu'il était en Bulgarie, en tout cas en Europe, lorsqu'il a dit, écoutez, on a des armes qu'on n'a pas encore utilisées, laissant croire que les États-Unis allaient utiliser l'arme nucléaire. Mais au fait, posez-vous la question, quel est le casus belli? Pour quelle raison l'État nazi d'Israël et l'État imbécile des États-Unis sous Donald Trump sont-ils entrés en guerre? Le prétexte était que,
Ah, l'Iran est à quelques jours d'atteindre l'arme nucléaire. Personne ne prenait ce prétexte au sérieux. Pourquoi? Parce que Binyamin Netanyahou répète ça depuis les 20 dernières années. Depuis les 20 dernières années que je m'intéresse à la géopolitique, il répète ça. Il va, n'est-ce pas, à l'Assemblée générale des Nations unies avec des graphiques pour montrer que l'Iran a déjà atteint plus de 90% et que dans quelques jours. C'est de la foutaise puisque les vrais spécialistes de la question, les experts de l'Agence de l'énergie atomique, mais nous disent qu'il n'en est rien et que l'Iran n'a jamais été proche d'atteindre le degré d'enrichissement de l'uranium qu'il faut pour avoir l'arme nucléaire. Mais c'était ça le prétexte. Binyamin Netanyahou a manipulé Donald Trump, qui est un idiot. Donald Trump, c'est un idiot. Le mot idiot en grec, idiote, signifie profane. Quelqu'un qui est dans un domaine pour lequel il n'est pas préparé. Donald Trump, c'est un idiot. C'est un idiot chanceux. C'est un idiot qui est né avec une cuillère de diamant dans la bouche. Le papa de Donald Trump, immigrant de son État, faisait beaucoup d'argent dans l'immobilier. Et Donald Trump, aidé de son papa, est entré dans l'immobilier, mais sans grand succès. Donald Trump a fait faillite à plusieurs reprises et à chaque fois, il s'en est sorti soit par la fraude, soit par la corruption. Par la fraude parce que il a gonflé ses chiffres. Par la corruption parce qu'à plusieurs reprises, quand Donald Trump fait faillite, vous avez des oligarques russes qui tout à coup décident d'acheter tel building qui est évalué, mettons, à 1 million. Tout à coup, un oligarque russe arrive, il l'achète pour 20 fois le prix pour ne jamais vivre, pour ne jamais utiliser ce building. C'est pour cela que Donald Trump a peur de Vladimir Poutine parce que il sait, Donald Trump, que les services de renseignement russes détiennent beaucoup d'infos sur lui. Bon. Et donc là, puisqu'il est mal pris, il est mal foutu dans une guerre dont on lui avait dit qu'elle finirait dans 4 jours, ça fait déjà 4 semaines que cette guerre dure, il regarde les sondages, il subit beaucoup de pression au sein même de son propre regroupement MAGA, Make America Great Again. Il subit beaucoup de pression au sein même de son parti, le Parti républicain. Et là, il fallait qu'il bluffe pour sortir de cette crise, pour essayer de mettre un holà, un terme à cette crise. La vérité, c'est que les Iraniens n'ont jamais cru à l'ultimatum de Trump. Trump n'en est pas à son premier ultimatum. Et voyant que son ultimatum n'était pas pris au sérieux par les Iraniens, il est intervenu comme un Deus ex machina, comme, vous savez, dans l'Antiquité gréco-romaine, quand on assistait à une pièce de théâtre et qu'il y avait un drame et qu'on se retrouvait dans une solution sans issue, il y avait une machine de laquelle émergeait tout à coup un personnage qui résolvait le problème. D'où Deus ex machina, un Dieu qui sort de la machine. Donald Trump s'est transformé en Deus ex machina pour résoudre le problème qu'il avait lui-même créé. Il faut que je vous rappelle ça en introduction pour que vous soyez en mesure de suivre toute l'émission. Au fait, les États-Unis et l'Iran se sont déjà entendus sous Barack Obama sur cette affaire d'enrichissement de l'uranium. Il y avait un accord multipartite dont étaient précisément partis l'Iran, l'Union européenne, les États-Unis, accord au terme duquel l'Iran acceptait d'ouvrir ces usines, ces centrales qui ont été construites, je dois le rappeler comme historien, par la France. Oui, bien sûr. Tout le monde joue la Vierge offensée aujourd'hui. Tout le monde joue la carte de l'hypocrite, mais le pays qui était payé à hauteur de 1 milliard de dollars pour construire les premières centrales nucléaires de l'Iran, c'est la France. La France de Valéry Giscard d'Estaing. Et ça, c'est pas un siècle là.
j'étais vivant, vous étiez vivant, pas vrai? Bon. Nouveau et bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Et donc, l'Iran a accepté d'ouvrir son jeu, d'ouvrir ses usines aux inspecteurs de l'Agence de l'énergie atomique et toutes les parties prenantes. L'Union européenne, c'est quand même pas des pays d'imbéciles, c'est des pays qui fournissent des experts. L'Agence, n'est-ce pas, internationale de l'énergie atomique, la IEA, n'est-ce pas, confirmait le fait que l'Iran se conformait à cet accord. Et au terme de cet accord, eh bien, les États-Unis levaient graduellement les sanctions qui pesaient sur les transactions iraniennes. Vous savez qui n'était pas d'accord avec ça? Je vous le donne en mille, Israël. Israël, c'est un État nazi. J'ai rien contre le peuple israélien. Ce sont des humains qui, comme tous les humains, aspirent à la vie, aspire à la liberté, aspire à l'épanouissement, mais l'État d'Israël, je le déteste. Savez-vous pourquoi je déteste l'État d'Israël? Mais ce n'est pas compliqué, c'est un État terroriste, c'est un État nazi, c'est un État raciste, c'est un État xénophobe. Et tous les États qui réunissent ces traits caractéristiques-là, ce n'est pas compliqué, je les déteste d'une parfaite, sinon d'une suprême haine. Et donc, l'État qui n'était pas d'accord avec cet accord, c'était Israël. Et le bandit, le truand Binyamin Netanyahou faisait tout en son pouvoir pour boycotter cet accord. Il attendait la belle occasion. Et la belle occasion lui a été offerte par l'élection d'un certain Donald Trump qui est un idiot. Idiotesse, c'est un profane. C'est quelqu'un qui exerce un métier pour lequel il n'a pas les compétences. D'où le titre de l'émission, Président Trump ou l'art de maquiller un cochon. Trump, c'est un idiot qui n'a rien d'un président. On va y revenir. Et donc, Binyamin Netanyahou, qui n'a absolument aucun intérêt à ce qu'il y ait la paix au Moyen-Orient, Binyamin Netanyahou, qui n'a absolument aucun intérêt à ce qu'une autre nation détienne une puissance moyenne égale à la sienne, c'est-à-dire à celle d'Israël, a tout fait pour boycotter l'accord. Et là, l'élection de Donald Trump, c'est une opportunité qui lui est offerte sur un plateau d'argent pour foutre en l'air cet accord. Et l'une des premières décisions que Donald Trump avait prises en tant que président, c'était de déchirer cet accord urbi et orbi, dans un geste théâtral digne d'un imbécile comme Trump. Il a déchiré cet accord et il a dit qu'unilatéralement les États-Unis se retirent de l'accord. Donc, Donald Trump crée un problème lui-même. Il y avait un accord entre l'Iran, entre les États-Unis et l'Union européenne, et parce que c'est Barack Obama qui avait travaillé cet accord, ce qu'on appelle du soft power. Il déteste Barack Obama, il est complexé vis-à-vis de Barack Obama, il n'a pas l'élégance de Barack Obama, il n'a pas l'intelligence de Barack Obama, il n'a pas le savoir-faire de Barack Obama. Au fait, la seule chose que Trump détienne en plus de Barack Obama, c'est de l'argent, mais c'est de l'argent sale. OK? Et donc, il est complexé vis-à-vis de Barack Obama. Tout ce que Barack Obama a accompli, il veut le détruire. Et donc, puisque Barack avait réussi à ramener à la table de négociation l'Iran, eh bien, manipulé par Israël, il a déchiré cet accord. Parce qu'Israël ne l'aimait pas, je l'emmerde Israël pour cela.
mais de deux parce que l'accord venait de Barack Obama. Trump, c'est un complexé. C'est un intimidateur et tout intimidateur, c'est d'abord un complexé. Alors il l'a déchiré. L'ayant déchiré, il voulait un autre accord. Et je vous rappelle que jusqu'à il y a 6 semaines, avant même que les États-Unis et Israël n'aient agressé l'Iran, ils étaient en pourparlers. L'Iran était en pourparlers avec le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, qui est un juif, qui a épousé la fille de Donald Trump, Ivanka Trump. Et en plein pourparlers, Trump et Benjamin Netanyahou ont décidé de bombarder, d'assassiner, etc. Un gars comme ça, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Et là, voyant qu'il est mal pris, parce qu'il a lancé une guerre qui devrait, dans son esprit d'idiot, durer 4 jours, ça fait plus de 4 semaines qu'on est là-dedans. Là, il veut mettre un terme à cela parce que il y a les midterm elections, il y a les élections de mi-mandat qui s'en viennent, et là, il voit que les sondages lui sont désagréables. Alors, il y est allé selon ses méthodes de toujours, The Art of the Deal. C'est ce qu'il a écrit et que j'ai dans ma bibliothèque. Voici comment on négocie, dit Donald Trump. Il faut intimider, il faut faire monter la pression pour que l'autre cède. Voyant que personne n'a cédé, eh bien, il a demandé au Pakistan de demander aux Iraniens d'accepter d'entrer en pourparlers avec une délégation américaine pour qu'ils puissent dire « J'arrête mon ultimatum parce que l'Iran m'a demandé un cessez-le-feu ». L'Iran n'a rien demandé du tout à Donald Trump. Donald Trump s'était peinturé dans le coin, comme on dit au Canada. Il s'était lui-même tiré une balle dans les jambes. Il n'avait plus aucune issue. Il cherchait un virage honorable. Et là, le Pakistan lui a offert un mirage, quelque chose qui ne va pas durer, un cessez-le-feu. Et ça lui a permis de dire, écoutez, puisque l'Iran m'a supplié d'avoir un accord, eh bien, j'arrête maintenant. Au fait, celui qui a supplié l'Iran pour avoir un accord, c'est Trump, vous l'avez vu, dimanche Pâques, lui le chrétien, hein? Et le christianisme est porteur de violence, de vol, d'arnaque. C'est ça le christianisme. Si vous prenez le christianisme historique, encore une fois, l'historien, moi, vous le dit, c'est mensonge, duperie, pillage, violence. D'abord, le christianisme, c'est quoi? C'est un Dieu qui dit « Je vous aime tellement, vous les humains, que je suis prêt à faire la grande violence sur mon Fils unique pour vous pardonner. » Mais le verre est dans le fruit. Un Dieu d'amour qui m'aime tellement que pour me pardonner, il faut qu'il exerce une violence suprême sur son fils, le tuer. Mais il dit, écoutez, je vais le tuer, mon fils, mais je vais le ressusciter 3 jours. Au fait, si vous saviez que vous alliez le ressusciter, pourquoi le tuer? Vous dites, ah oui, mais je vais le ressusciter dans 3 jours. Mais ça ne fait pas techniquement 3 jours entre vendredi saint, entre le vendredi et la nuit de samedi à dimanche. Vous voyez, on est dans la confusion. Mais bon, ce n'est pas ça le sujet. Donald Trump était à ce point embarrassé que dimanche Pâques, dimanche qui est respecté par les chrétiens, il est chrétien, il dit, écoutez, trouvez une négociation avec moi, bande de tarés, sinon je vais vous détruire. Allah est grand. Bon, là, il a vraiment perdu les pédales. Et l'Iran a résisté. Et là, en sous-main, il a mandaté le Pakistan pour trouver une porte de sortie. Et ça, c'est toujours la façon de procéder des Américains. Lorsque les Américains étaient empêtrés dans la guerre au Vietnam, ils pensaient qu'ils allaient gagner, puis les Vietnamiens résistaient. La guerre a duré près de 8 ans. Plus de 8 ans, 10 ans. Mais savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé au président français de trouver une façon d'obtenir un représentant du Vietnam qui allait accepter de négocier avec nos représentants, le très mafieux
Henry Kissinger, qui était conseiller de Nixon en matière de sécurité, et on a découvert que Henry Kissinger négociait en cachette en France avec des représentants du Vietnam pour trouver une issue honorable pour les États-Unis, car les États-Unis perdaient beaucoup de crédibilité à l'idée qu'ils allaient perdre la guerre devant un petit pays comme le Vietnam. Maintenant, je vous le dis, depuis la Seconde Guerre mondiale, citez-moi une seule guerre que les États-Unis ont gagnée. Non. Les États-Unis ont le plus grand arsenal militaire, donc c'est une superpuissance militaire, mais les États-Unis ont les pires stratèges au monde. En matière de stratégie militaire, je vous le dis, les stratèges américains, ce sont de gros imbéciles. Ils pensent toujours de la même manière. Ils s'imaginent qu'il suffit de bombarder, ils s'imaginent qu'il suffit de détruire pour gagner. En créole, yo poté bourré. Les Américains disent, si on bombarde, on va gagner. Non. Le fait par vous de détruire une ville ne signifie pas que vous avez gagné. La dernière victoire nette des États-Unis en matière de guerre remonte au Japon lorsqu'ils ont détruit, en larguant 2 bombes nucléaires à Hiroshima et à Nagasaki sur le Japon. Alors là, l'empereur du Japon a capitulé. Ils ont gagné avec les Russes la Seconde Guerre mondiale parce que les généraux allemands ont capitulé. Mais les États-Unis n'ont gagné aucune autre guerre depuis. Il n'y a jamais eu de capitulation. Donc ils ont détruit, ils ont bombardé en disant « nous gagnons ». Mais vous avez vu l'autre imbécile là, Pete Hegseth, un chrétien idiot, qui dit ah, « nous avons eu la meilleure victoire ». Et puis là, il a prié pour que la victoire se poursuive. Avez-vous entendu sa prière? Il a prié Jésus, rien d'étonnant, en demandant à Jésus que chaque balle lancée par les Américains puisse atteindre sa cible, c'est-à-dire puisse détruire, fracasser le cerveau de l'ennemi. Ouh, rien d'étonnant. Ouvrez la Bible. La substance même de la religion chrétienne, c'est la violence. Quoi qu'on vous dise, Dieu d'amour, foutaise. Un Dieu d'amour qui tue son fils n'est pas un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour qui doit crucifier son propre fils pour vous pardonner n'est pas un Dieu de pardon, c'est un Dieu revanchard. Mais c'est comme ça. Si vous êtes chrétien, vous adoptez l'idéologie chrétienne, c'est une idéologie de violence. Et donc, l'imbécile Hegseth, qui est un corrompu en passant, on a découvert qu'au moment où il a lancé sa guerre, un jour avant, son directeur de crédit, son gestionnaire de patrimoine a tout à coup investi $1 million, c'est à peu près tout ce qu'il a fait sur son compte, à peu près $1 million dans des stocks qui font dans l'industrie militaire. Puisqu'il savait qu'il allait lancer la guerre, donc le stock militaire allait prendre de la valeur. Son directeur de crédit a acheté pour $1 million de stocks militaires à la bourse. C'est des fraudeurs. Pour eux, faire la guerre, c'est de faire de la business. Sauf que ce que Donald Trump et les stratèges américains n'avaient pas prévu, du moins ceux qui ont fait la guerre avec Trump, ils n'avaient pas prévu que, même si vous avez un arsenal militaire super puissant, l'Iran dispose d'une grande capacité de nuisance, laquelle, si l'Iran bloque le détroit d'Ormuz par lequel passe 25% du pétrole, il va vous faire du mal parce que l'économie ira mal, le prix de l'essence va flamber et les humains ne s'intéressent qu'à leur poche. Et c'est très intéressant ça. Et c'est vers cet enjeu-là que je vais aiguiller votre attention. C'est vers cet enjeu-là que je vais, si vous voulez, orienter votre attention. Vous notez que personne ne s'intéresse au nombre de morts que causent les nazis sionistes au Liban. Tous les jours,
Les nazis israéliens bombardent les Libanais, ils détruisent des maisons, mais personne ne se dit, mais combien de personnes sont mortes là-dedans? Le Liban ne dispose d'aucun pouvoir de nuisance, d'aucune capacité de nuisance. Donald Trump et le nazi Netanyahou pensaient qu'ils allaient faire la même chose à l'Iran. L'Iran se dit, tiens, vous ne vous intéressez pas au nombre de morts, vous vous intéressez à l'argent. Alors moi, je vais vous faire mal dans votre portefeuille, je vais bloquer le détroit d'Ormuz. Dès que je bloque le détroit d'Ormuz, le prix de l'essence va galoper, les Américains, enfin l'électeur américain sera fâché, et là, il va dire à Donald Trump de retourner dans sa porcherie, parce que c'est un cochon, Trump. Et ce que les Iraniens avaient prévu est arrivé, on bloque le détroit d'Ormuz, le prix du pétrole flambe, et tout à coup, tout le monde veut négocier. Tenez, avant que j'aille à la pause là, parce que ce n'est qu'une introduction, on a attribué une phrase à Joseph Staline. Enfin, on n'est pas sûr que ce soit lui qui l'ait dite, cette phrase-là, mais ça lui ressemble en tout cas. Je vous la dis, cette phrase. Je vous la livre. La mort d'un homme est une tragédie. La mort d'un million d'hommes est une statistique. C'est cynique, mais c'est tellement vrai. Quand est-ce que vous pensez à la mort? Quand ça vous touche de près. J'ai perdu ma mère l'été dernier. Donc pour moi, c'est une tragédie. C'est une mort qui me touche de près. Mais entendre parler de 1 million d'hommes ailleurs, vous lisez la nouvelle distraitement, en mangeant votre sandwich, en mangeant votre hamburger, en mangeant vos spaghettis, ou si vous êtes haïtien, en mangeant votre griot avec de la banane pesée, vous lisez ça, vous dites, c'est triste, mais vous passez à autre chose, parce que ça ne vous touche pas de près. La mort d'un homme est une tragédie, phrase qu'on a attribuée à Staline, improprement peut-être, mais la mort d'1 million d'hommes est une statistique. Des centaines, des milliers de Libanais sont tués par les Juifs. Des centaines de Palestiniens sont assassinés par des Juifs à Gaza. Tout le monde s'en fout. Pourquoi s'intéresse-t-on à l'Iran? Parce que l'Iran bloque le détroit d'Ormuz. Ça fait augmenter le prix de l'essence. Et là, puisque ça vient de nous toucher, ce n'est plus une statistique, c'est une tragédie. L'Iran a déjà gagné cette guerre. Le fait par les États-Unis d'envoyer leur vice-président, mais ça c'est une exigence de l'Iran. L'Iran avait dit, je ne veux plus négocier avec Jared Kushner, c'est un juif, c'est le gendre du président. Si vous voulez que je négocie, envoyez-moi le vice-président. Et c'est le vice-président qui a amené son gros cul à Islamabad pour discuter avec les Iraniens. Quelle va être la base pour parler? Les 10 points de l'Iran. Et parmi ces 10 points, il y a le droit pour l'Iran d'enrichir son uranium. Il y a obligation pour les États-Unis et Israël de réparer ce qu'ils ont détruit. Et il y a arrêt des hostilités sur tous les fronts. Ça veut dire l'État nazi d'Israël va devoir arrêter ses attaques meurtrières au Liban, sinon le cessez-le-feu va péter. Je parie avec vous, dans quelques jours, il n'y aura plus de cessez-le-feu. Parce qu'il n'y en a jamais eu de cessez-le-feu. C'est un mirage. Pourquoi il n'y aura pas de cessez-le-feu? Parce qu'Israël va faire sauter ça. Et je vous le dis, les États-Unis vont plier. Pourquoi? Parce que Trump, sans venir les élections de mi-mandat, il subit beaucoup de pression de la part du pape. C'est quand même quelque chose comme, bon Dieu, 2-3 milliards de chrétiens dans le monde. OK? Trump subit beaucoup de pression au sein même de son équipe qui dit, mais vous faites cette guerre-là pour Israël. Il n'aime pas ça, Trump. Il n'aime pas que les gens sachent qu'il est manipulé. Il aime avoir l'impression d'être en contrôle. La vérité, il n'est au contrôle de rien. Trump, c'est un idiot. Pensez idiotesse, un profane dans un métier qu'on exerce et pour lequel on n'a aucune compétence. Vous pouvez maquiller un cochon, lui mettre des boucles d'oreilles en diamant, lui mettre, n'est-ce pas, un rouge à lèvres, mais ça demeure un cochon. C'est ce que disent les anglo-saxons.
si ça marche comme un canard, si ça a les poils d'un canard, si ça crie comme un canard, mais c'est un canard. Trump, c'est un truand, un salopard, un xénophobe, un raciste, un fraudeur qui veut faire de l'argent dans toutes les circonstances. Alors, vous pouvez le maquiller en président, il demeure un cochon, un sale cochon. On s'arrête ici, les amis, et on verra comment chacun veut la paix, pas pour les bonnes raisons, parce que le prix de l'essence flambe et l'électeur risque de faire payer la flambée du prix de l'essence à ses élus, et chacun, à commencer par la France, le Canada, réclame la paix. Foutaise, ce ne sont pas des gens de paix, ce sont des opportunistes qui veulent garder leur job, mais pour ce faire, ils veulent que le prix de l'essence baisse. On s'arrête ici, c'était une introduction. Vous connaissez le rituel, une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café. Tenez, le thermomètre a vraiment grimpé là aujourd'hui. Offrez-vous tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. On va se dire les vraies affaires comme d'habitude. Je vous reviens après la pause que voici. C'est convenu, à tout à l'heure. Avant la pause, on s'était promis de mettre en exergue un certain nombre d'enjeux qui passent sous le radar dans les médias conventionnels, les médias traditionnels, ce qu'on appelle les mainstream media, les grands médias qui nourrissent notre esprit, mais ils ne font pas ressortir certains enjeux. Et notre privilège à cette émission, c'est de faire ressortir ces enjeux qu'on nous cache. Un premier enjeu, c'est que l'Iran était mieux préparé qu'Israël et les États-Unis à cette guerre. L'Iran savait qu'à un moment donné, l'État nazi d'Israël allait manipuler Trump pour porter les États-Unis à l'attaquer, donc à attaquer l'Iran. Alors, Donald Trump fut élu une première fois pour 4 ans et il a passé les 4 années de son premier mandat à menacer l'Iran, mais les Iraniens ont eu le temps de préparer cette guerre. Benjamin Netanyahou a passé, mon Dieu, tous ses mandats à attaquer, à grignoter un petit peu de la souveraineté iranienne. Et donc les Iraniens ont eu le temps de savoir qu'à un moment donné, il y aurait guerre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé la paix en préparant la guerre. C'est ce que disaient les Romains. Si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Prépare-toi à la guerre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés fouiller dans l'histoire et ils sont tombés sur une certaine stratégie que mon ancêtre, le gouverneur Toussaint Louverture, pratiquait déjà, ce qu'on appelle la stratégie de la mosaïque. Qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas concentrer tout ton arsenal en une seule place, de ne pas concentrer tous tes soldats en une seule place et de disperser tes capacités de riposte à travers tout ton territoire pour que tu sois toujours en mesure de contre-attaquer. Au fait, dans tous les grands collèges militaires qui ne sont pas racistes et qui s'intéressent vraiment à la science militaire, on va parler de cette stratégie. Et notre gouverneur, notre bien-aimé gouverneur
Toussaint Louverture pratiquait déjà cette stratégie. À l'arrivée de Leclerc, il savait que Napoléon Bonaparte allait, si vous voulez, mettre le paquet. En fait, c'est l'expédition militaire la plus coûteuse dans l'histoire de la France. Et Dieu sait que la France a passé sa vie à livrer des guerres à tout le monde, aux pays de l'Europe. N'est-ce pas? La France a organisé une expédition militaire, n'est-ce pas, en Afrique, du moins en Égypte, plus précisément. Et donc, le gouverneur Toussaint Louverture savait qu'à un moment donné, Bonaparte enverrait le meilleur de son armée. Et lorsqu'il a proclamé sa constitution de 1801, il savait que la réaction de Bonaparte allait être d'envoyer le meilleur de son armée. Et quelle armée? Puisque c'était l'armée la plus redoutable en ce moment-là. Alors, qu'a fait notre bien-aimé gouverneur? Il a dispersé ses forces à travers tout le territoire, avec des Christophe, avec des Dessalines, pour ne citer que cela, en sorte qu'on a gardé pendant cette expédition notre capacité de riposter en tout temps, en sorte que même lorsqu'on a dupé le gouverneur, Toussaint Louverture, parce que les Européens n'ont pas le sens de l'honneur, ils n'ont pas le sens du respect de la parole donnée. Même lorsqu'ils ont dupé le gouverneur Toussaint Louverture, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, très peu de temps après, les soldats, les généraux que le gouverneur Toussaint Louverture avait formés étaient en mesure de riposter et de ravir à la France cette colonie la plus rentable, la plus riche de toutes les colonies réunies. Eh bien, les Iraniens, les Perses, ce sont d'anciens Perses. Ce sont d'anciens Perses. Les Iraniens ont appris de nous. Si vous voulez faire face à une puissance militaire qui dispose d'une supériorité de feu par rapport à votre astral, eh bien, dispersez donc vos forces. Comme ça, lorsqu'ils bombardent au nord, vous aurez l'opportunité de riposter à partir du sud. Lorsqu'ils bombardent au sud, vous aurez l'opportunité de riposter à partir du centre, en sorte que, en allumant plusieurs foyers, vous les rendez fous, et c'est ce qui est arrivé. C'est la première leçon. La première leçon de cette guerre. Une superpuissance n'a aucune garantie de gagner une guerre par rapport à une puissance moyenne si la stratégie est bien pensée. Et la stratégie de l'Iran, c'est justement cette stratégie mosaïque qu'on appelle une guerre asymétrique. Assurez-vous de disposer toujours d'une capacité de nuisance. Israël a fait de la propagande en disant qu'il disposait d'un bouclier qui arrivait à capter tous les missiles ou tous les drones lancés. Foutaise, c'est tous les jours que l'Iran envoie ses drones sur Tel Aviv, sur des centres stratégiques d'Israël, et comme par hasard, il n'y a jamais de morts. Il n'y a que des blessés mineurs. Foutaise. C'est Churchill, un autre rusé européen, qui disait qu'en temps de guerre, et je vous avais déjà fait cette citation, ça vaut la peine de la rappeler aujourd'hui, en temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'il faut la recouvrir d'une montagne de mensonges. Voilà pourquoi les journalistes qui, malheureusement, 9 fois sur 10, dépendent des communiqués de presse, des ministères, de la défense, soit des États-Unis ou d'Israël, sont condamnés à nous raconter cette montagne de mensonges dont a parlé Churchill. Israël ne va jamais vous avouer que les drones iraniens font beaucoup de dégâts chez lui. Pourquoi? Parce qu'il veut faire croire qu'il est en contrôle. Israël n'est en contrôle de rien du tout. Si les États-Unis ne lui livraient des armes, si les États-Unis ne lui livraient, n'est-ce pas, des technologies de renseignement, et si Israël, n'est-ce pas, n'espionnait
l'industrie militaire américaine, mais Israël serait un petit pays qu'il est. Il restera un pays de voleurs qui vole le territoire des autres, comme il l'a toujours fait depuis 1947. Il faut dire les vraies choses. Alors, quand on est en guerre vis-à-vis d'une superpuissance, il faut toujours s'assurer de disposer d'une capacité de nuisance. Pourquoi, selon vous, les États-Unis n'ont pas attaqué la Corée du Nord? Vous notez que la Corée du Nord est une puissance qui vit en paix avec les États-Unis. Pour quelle raison? Parce que les Nord-Coréens disposent de capacités de nuisance en termes de technologie. Ils peuvent bousiller le système bancaire américain, ils peuvent bousiller le système hydraulique, ils peuvent bousiller leur système de transport en commun, les métros, et puisque la Corée du Nord, qui n'est pas une grande puissance, disons la vérité, mais dispose d'une capacité de nuisance en matière de technologie de l'information, les États-Unis font attention. Parce que Sun Tzu le disait, pour gagner une guerre, on peut ne même pas tirer un seul canon. Si on pense bien stratégiquement, on peut gagner la guerre. Et donc les Iraniens savaient que les États-Unis, tout ce qu'ils allaient faire, et Israël, c'est bombarder, assassiner. Alors si on disperse notre arsenal, si on garde notre capacité de riposter en éparpillant, en saupoudrant justement nos armes un peu partout, à travers le territoire, en dispersant nos stratèges un peu partout à travers le territoire, nous pouvons résister et faire reculer l'ennemi, et c'est ce que les États-Unis font. Troisième leçon à retenir de cette guerre. Les Occidentaux n'entendent que la voix de l'argent. Un autre brillant ancêtre, probablement le seul Dieu qui se soit fait véritablement homme, l'empereur Jean-Jacques Dessalines disait ceci, et je crois vous l'avoir déjà dit. Il dit, le blanc, entendons l'occidental, est à ce point porté vers l'argent que si sur une balance vous mettez la tête de sa mère d'un côté et que de l'autre côté vous mettiez un sac de café, symbole de l'argent, il ne verra même pas que d'un côté il s'agit de la tête de sa mère, il va négocier avec vous le prix du sac du café. Je reprends cela. L'empereur Jean-Jacques Dessalines disait, le blanc est à ce point porté vers l'argent. Par blanc, entendons occidental, l'esclavagiste, qui ne pense qu'à l'argent, que si vous mettez sur une même balance la tête de sa mère, et que de l'autre côté vous mettiez un sac de café, il ne verra même pas que d'un côté il s'agit de la tête de sa mère, il va négocier avec vous le prix du sac de café parce que son cœur est porté vers l'argent. Mais c'est exactement ce qui donne la victoire à l'Iran. L'Iran est assez réaliste pour dire que nous n'avons pas la puissance de feu des États-Unis. Nous faisons guerre à deux puissances, une superpuissance et une puissance moyenne. Nous avons affaire à deux fous. Eh bien, si nous voulons les faire reculer, si nous voulons leur faire mal, nous devons les attaquer au seul endroit auquel ils sont sensibles, l'argent. Alors, comment faire plier les Occidentaux? Nous allons faire monter le prix du pétrole. Comment? Mais nous contrôlons un détroit par lequel passe 25% du pétrole dans le monde. Si nous bloquons le passage dans ce détroit, le prix de l'essence va augmenter. Une guerre qui jusque-là n'était qu'une banalité, une guerre qui jusque-là n'était qu'une distraction. Dans le cas de Trump, c'est une distraction. Il a voulu qu'on oublie l'affaire Epstein. Eh bien, il voulait nous distraire. Distractus en latin. Il voulait détourner les regards du monde de cette sale affaire d'Epstein en lançant une guerre. Mais les Iraniens disent, si nous touchons à l'économie, ils vont plier. Et ça aussi, savez-vous qui l'a inventé cette stratégie-là? Notre bien-aimé ancêtre, le gouverneur Toussaint Louverture.
vous demandez où trouver mes livres, simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Les gens oublient que lorsque nos ancêtres se sont réunis un 14 août dans le Nord, dans la colonie de Saint-Domingue à Bois-Caïman, c'était pour décider d'une stratégie commune pour faire plier la plus grande puissance militaire d'alors. Et pas seulement la France, les plus grandes puissances militaires, parce que l'Empire britannique était présent là à Saint-Domingue, l'Espagne était présent. Eh bien, nos ancêtres ont dit, le seul langage que comprennent les Blancs, le seul langage que comprennent les Occidentaux, c'est quoi? C'est le langage de l'argent. Nous allons foutre le feu dans toutes les plantations du Grand Nord. En foutant le feu dans toutes les plantations, ils vont voir leur économie s'effondrer et ils vont négocier avec nous. Et mieux, savez-vous? Et ça, c'est quelque chose qu'on ne cache pas, qu'on nous cache et que nous découvrirons à la lecture de mon livre sur Toussaint Louverture. Nos ancêtres ont dit non seulement allions-nous foutre le feu dans leur plantation, nous allons parler le langage de l'économie, mais nous allons kidnapper 50 planteurs. Et ces 50 planteurs vont nous servir de monnaie d'échange. Nous allons les kidnapper pour forcer le système à entendre nos doléances. Et c'est exactement ce que fait l'Iran. L'Iran dit, si on touche à l'économie, les États-Unis vont plier. Ce ne sont pas seulement les États-Unis qui vont plier, la France va plier, le Canada va plier, tous les pays qui, mollement ou fermement, avaient appuyé cette agression des États-Unis et d'Israël, ils vont tout à coup changer de camp parce que l'argent est en jeu. Eh bien, vous vous souvenez, lors du déclenchement de cette guerre, le perroquet Mark Carney, qui est le premier ministre du Canada, il était en Europe. Il avoue n'avoir pas été consulté. Il avoue n'avoir pas été renseigné qu'il y aurait eu un déclenchement de guerre. Mais tout de suite, comme un perroquet, n'oublions pas, les Occidentaux volent en meute. C'est dans leur ADN. L'un de mes auditeurs m'a suggéré de dire dans leur ADN, puisqu'ils sont des hyènes. Eh bien, comme membre de la meute de hyènes qui volent en groupe, il a dit depuis l'Europe, écoutez, j'appuie inconditionnellement. Mon Dieu, vous n'étiez pas informé, vous n'étiez pas consulté, vos services de renseignement n'y voyaient que du feu, vos services de renseignement n'en savaient que dalle, mais depuis l'Europe, vous dites, j'appuie inconditionnellement. Mais avez-vous vu que depuis que l'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz, le même Mark Carney a dit, écoutez, il faut une désescalade, il faut ralentir. Il a même demandé au président Trump de mettre de l'eau en son vin, ce qu'il n'oserait faire s'il n'y avait pas un enjeu économique ici. Lors du déclenchement de cette guerre, Emmanuel Macron a fait un discours, une adresse à la nation pour dire que la faute vient de l'Iran. L'Iran n'a jamais cessé l'enrichissement de son uranium. Putain, que le colon me guette, comme disent les Haïtiens, mais que le colon me guette. Emmanuel Macron, président français, tente de nous faire oublier que le pays qui a aidé l'Iran tout de suite après sa révolution de 79-80, qui a aidé l'Iran à enrichir justement son uranium, mais c'était la France. Juste avant alors la révolution iranienne avec le Shah d'Iran, la France a emprunté à l'Iran $1 milliard. Est-ce que vous entendez ça?
La France a emprunté $1 million à l'Iran et en contrepartie, la France devait aider l'Iran à construire des centrales nucléaires. Et là, aujourd'hui, Emmanuel Macron nous dit la faute vient de l'Iran parce que l'Iran enrichit son uranium. Mais vraiment? Et là, la faute venait de l'Iran. Fine. Sauf que les États-Unis sont un pays exportateur du pétrole. Ils ont le pétrole, les Américains. Ce qui est mauvais pour eux, c'est parce que le prix du pétrole est décidé sur le marché international. Donc même si eux ont leur pétrole, ils ne peuvent pas en fixer le prix. Le prix est fixé par les pays de l'OPEP qui peuvent réduire ou augmenter leur production et là, le prix monte. Et donc, mais la France importe le pétrole. Et le pétrole que la France importe passe par le détroit d'Ormuz. Et donc, si le détroit d'Ormuz est bloqué, la France est foutue. Et là, vous l'avez vu, après avoir dit que l'Iran est fautif. Parce que Emmanuel Macron pensait qu'étant donné la combinaison de la puissance moyenne d'Israël à la superpuissance, n'est-ce pas, américaine, eh bien, en 4 ou 5 jours, l'Iran s'effondrerait. Mais lorsque la France s'est rendue compte que l'Iran a résisté, et qu'en plus l'Iran contrôle une partie de l'économie du monde, donc une partie de l'économie de l'électeur français, il a changé de discours. Il a dit, écoutez, qu'il n'appuierait jamais une guerre illégale. La France est du côté du droit international. Foutaise, tout cela, c'est de la bouillie pour des chats. Et lorsque Emmanuel Macron a été sollicité personnellement par Donald Trump pour aider à débloquer le détroit d'Ormuz, mais il a dit non, nous, on va pas prendre de chance parce que nos bateaux là qui passent par là, ça coûte 4 à 5 milliards pour les construire, peut-être, n'est-ce pas, un peu moins, 800 millions, mais bon, on ne va pas faire sauter nos bateaux pour les beaux yeux de Trump. Et là, Trump en a profité pour insulter au passage Emmanuel Trump. Trump en a profité pour parler de sa vie de couple. Emmanuel Macron est même allé jusqu'à dire à Trump, écoutez, quand vous faites un ultimatum, vous devez le respecter. Et quand vous ne le respectez pas, vous devriez vous fermer la gueule. Putain, les couteaux sont volés très bas pendant ces dernières semaines. Pour quelle raison? Parce que l'Iran a compris que le seul langage que saisissent les Occidentaux, c'est le langage de l'argent. Vous touchez l'Occidental à son argent et il est prêt à vous vendre sa mère sur un plateau d'argent. Et cette compréhension-là, ce sont nos ancêtres qui l'ont eu les premiers. Ils ont foutu le feu dans les plantations. Saint-Domingue, c'est la plus rentable, la plus riche de toutes les colonies réunies. Dès qu'on bloque l'économie, vous l'avez vu? Dès qu'on a foutu le feu dans les plantations à Saint-Domingue, la France révolutionnaire a dépêché une première commission civile. Une première commission civile débarque. On veut négocier avec ces nègres qui n'étaient que des choses. Pourquoi? Parce que ces nègres ont eu l'intelligence de la manière dont fonctionne le monde. Vous touchez l'économie et vos pires ennemis vont devoir se mettre à la table de négociation. Au fait, une autre leçon à tirer. Non seulement faut-il éparpiller son arsenal, il faut le disperser à travers son territoire. Non seulement faut-il disposer d'une capacité de nuisance, quand on veut résister à une grande puissance, il faut toucher à l'économie, c'est ce qui fait plier. C'est ce qui fait plier, n'est-ce pas, l'adversaire. Mais quand l'adversaire plie, vous imposez votre agenda. Vous pouvez savoir que c'est l'Iran qui gagne cette guerre. Savez-vous pourquoi? Parce que l'agenda qui sera discuté à Islamabad, enfin qui est discuté depuis vendredi à Islamabad, c'est l'agenda iranien. Les 10 points de l'Iran. Vous arrêtez les hostilités, vous allez nous compenser pour les dommages. Nous avons le droit d'enrichir notre uranium, plus de secrets là-dedans, de la même manière qu'Israël dispose de la puissance nucléaire grâce à la France et grâce à l'Afrique du Sud, nous devons disposer nous aussi
de la puissance nucléaire. Plus de cachette maintenant. Et les États-Unis, bon Dieu, l'Iran a dit que les États-Unis doivent retirer toutes leurs bases militaires au Moyen-Orient. Oh là là! Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose? Il y a 3 semaines maintenant, les États-Unis avaient envoyé un plan de paix en 20 points à l'Iran. L'Iran l'avait déchiré. L'un de ces points, c'était la capitulation totale et inconditionnelle, sans condition. Et là, l'Iran l'a déchiré et l'a lancé au cul de Donald Trump. Maintenant, 3 semaines plus tard, l'Iran impose son agenda. L'Iran dit aux États-Unis, voici sur quoi doivent porter les pourparlers. Entre nous, est-ce le vaincu qui impose son agenda ou le vainqueur? Mais je vous rappelle quelque chose, historien de mon État. Lorsque, après seulement quelques jours de guerre entre l'Allemagne nazie et la France a capitulé, eh bien, Hitler est arrivé depuis Berlin. Il a imposé dans le même train, toute la symbolique est là, dans le même train dans lequel la France avait humilié les Allemands à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, Hitler a tenu à faire signer par le général Pétain la capitulation de la France dans le même train. Et Hitler a dit, voici à quelles conditions nous allons faire la paix avec vous. Mais c'est toujours le vainqueur qui impose l'agenda. Contrairement à ce que dit Pete Hegseth, le ministre de la guerre, enfin idiot comme lui seul, contrairement à ce que dit la girouette Donald Trump, mais c'est l'Iran qui impose son agenda. L'Iran dit, voici avec qui je veux négocier. Je ne veux plus négocier avec Yared Niskov, Yared Kushner. Je ne veux négocier qu'avec le vice-président. Et de 2, voici les 10 points. Les États-Unis doivent se retirer toutes leurs bases du Moyen-Orient. L'Iran a le droit de continuer d'enrichir son uranium. L'Iran, n'est-ce pas, veut que toutes les hostilités sur tous les fronts s'arrêtent. Et l'Iran ajoute, les États-Unis et Israël doivent compenser pour les dégâts qu'ils ont commis sur notre territoire. Alors, si ce n'est pas ça gagner, en vérité, je ne sais plus ce que veut dire gagner. Nous observons une dernière pause. Au retour de la dite pause, nous allons synthétiser tout ce que nous avons dit. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Alors synthétisons, puisqu'il faut terminer. On a commencé l'émission en rappelant que c'est une guerre folle, c'est une guerre stupide. Selon les termes du stupide en chef, Donald Trump, quand il avait un minimum de lucidité, il disait que lui, s'il est élu président, il allait mettre un terme à toutes les guerres stupides des États-Unis. Sauf que là, stupide comme lui seul, mais il nous entraîne dans une guerre stupide. Donc je vous ai rappelé que le casus belli, les motifs de cette guerre, ne sont fondés ni en droit ni en fait. L'Iran n'a jamais représenté une menace pour les États-Unis. Et l'Iran ne fait que se défendre contre l'État nazi d'Israël. Bon. On a vu que malgré les effets de ces guerres, guerre à Gaza, guerre au Liban, guerre en Iran désormais, mais
tout le monde s'en fout des morts. Pour quelle raison? Selon cette fameuse phrase qu'on attribue à tort à Joseph Staline, la mort d'un homme est une tragédie, mais la mort d'un million d'hommes, c'est une statistique. Si vous comprenez cela, vous allez comprendre comment fonctionne le monde occidental. Puisque ce n'est pas le nombre de morts qui impressionne les Occidentaux et qui fait arrêter les guerres, mais il faut penser autrement. Il est dans l'ADN des Occidentaux de faire la guerre. L'Occident n'est pas une civilisation de paix. L'Occident, c'est une civilisation de violence puisque l'idéologie de l'Occident repose sur la violence, l'idéologie chrétienne. On l'a vu, ça. Alors, il ne se passe pas une vingtaine d'années sans que l'occidental, qui a les moyens militaires, ne nous entraîne dans une guerre. Parfois une guerre de basse intensité, mais une guerre de grande intensité comme celle au pluriel auquel nous sommes en train d'assister. Alors, si vous voulez avoir la paix, il faut penser comme les Romains. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Armez-vous. Plus vous êtes armés, plus vous êtes respectés. Le Pakistan détient l'arme nucléaire, l'Inde détient l'arme nucléaire. Pourquoi, selon vous, on ne les attaque jamais, ces pays-là? Parce qu'ils disposent de l'arme nucléaire. Armez-vous de toutes les manières. Lorsque notre illustre ancêtre, le gouverneur Toussaint Louverture, s'est tactiquement rendu à Leclerc, parce que c'était une tactique, il savait justement que la saison de pluie allait décimer les troupes françaises et il allait relancer ses hostilités contre les Français. Eh bien, lorsqu'il s'est tactiquement rendu au général Leclerc, Leclerc lui a dit, mais où trouvez-vous vos armes? D'où les prenez-vous? Le gouverneur Toussaint a regardé Leclerc et dans un sourire moqueur qu'on lui reconnaît d'ailleurs, un sourire moqueur qui lui est coutumier et légendaire, il a dit à Leclerc, mais on allait vous les prendre, vos armes. Comment ça, vous alliez nous les prendre? Mais le gouverneur Toussaint a dit, mais nous savons où se trouvent tous vos dépôts d'armes. Nous savons quand elles sont arrivées, nous savons où vous les entreposez. Donc, nous n'avons pas besoin d'acheter des armes, du moins pas toujours. Nous allons vous les prendre. Donc, armez-vous. Ça, c'est le premier principe. Les Occidentaux n'ont de respect que pour les puissances qui disposent d'une capacité de nuisance. Et la capacité de nuisance vient de votre capacité militaire. Armez-vous. Mais n'achetez pas vos armes là où se trouvent vos ennemis. Vous êtes en train de les enrichir. C'est très intéressant de voir cette semaine que le Canada a toujours acheté ses armes des États-Unis. Et depuis que Trump s'est révélé être un cochon maquillé avec des boucles en diamant, cochon maquillé avec un rouge à lèvres, mais cochon quand même, eh bien, Mark Carney a dit, nous allons construire désormais nos propres armes, nous allons acheter la technologie militaire d'autres pays, parce que Mark Carney comprend qu'en achetant les armes des États-Unis, il est en train d'enrichir un pays qui demeure, depuis Trump en tout cas, un ennemi. Le premier principe, on doit s'armer. La bonne façon de préparer la paix, c'est de s'armer. Deuxième principe, encore une fois, tout se trouve dans le livre de Toussaint Louverture, du gouverneur Toussaint Louverture. Deuxième principe, dispersez vos troupes sur tout le territoire. Dispersez votre arsenal sur tout le territoire, ce qu'on appelle justement la fameuse tactique de la mosaïque. Votre arsenal doit constituer une mosaïque. Votre capacité de riposte doit venir de partout. Troisième leçon, l'occidental n'entend que la voie de l'argent. Si vous ne touchez pas à son économie, vous n'allez jamais vous imposer en termes de négociation. Vous touchez à son économie, il est prêt à vous vendre sa mère et sa fille et sa tante. L'occidental n'entend que la voie de l'argent. Rappelez-vous la citation de l'empereur Dessalines. Vous voulez faire mal à l'occidental, touchez
à son économie. Autre leçon, assurez-vous de disposer toujours d'un pouvoir de nuisance. Le pouvoir de nuisance de nos ancêtres à nous, c'était d'arrêter de travailler. On abolit l'esclavage. Dès qu'on abolit l'esclavage, la France s'effondre. On ne peut plus exporter le sucre, on ne peut plus exporter le café. L'économie de la France reposait sur l'esclavage à Saint-Domingue. Mais voilà, notre pouvoir de nuisance, c'est quoi? On arrête. On abolit l'esclavage. On arrête de travailler pour vous. Ah. Les Iraniens se sont imposés à la table de négociation parce qu'ils disposaient d'un pouvoir de nuisance. Et je vous ai dit que ce pourparler n'est qu'un mirage. Il ne va pas durer. Au moment où je suis en train de vous enregistrer, l'imbécile, le nazi Netanyahou, qui est pire qu'Hitler, il faut dire la vraie chose. Savez-vous ce qu'il vient de dire? Netanyahou vient de dire, mesdames, messieurs, que si l'Espagne continue de critiquer l'armée d'Israël, l'Espagne va être une cible. Qu'est-ce qui est dans sa tête? Je vous le donne en mille. Vous me suivez depuis plusieurs années maintenant. Vous devez être d'excellents analystes en géopolitique. Il veut provoquer une guerre mondiale. Si Israël attaque l'Espagne est un membre de l'OTAN. Tous les pays de l'OTAN vont être obligés de riposter. Je pense que c'est l'article 5 de la charte de l'OTAN. Mais lorsque les pays de l'OTAN vont être ripostés, vont devoir riposter, eh bien, ce que cela suppose, c'est aussi la riposte des États-Unis. Les États-Unis sont obligés de riposter en soutien à un autre pays de l'OTAN lorsqu'il est attaqué. Mais est-ce que les États-Unis vont attaquer Israël parce qu'un pays de l'OTAN est attaqué? Non. Benjamin Netanyahou est en train de forcer Donald Trump à se retirer de l'OTAN. En attaquant l'Espagne, il va forcer les autres pays de l'OTAN à riposter. Les États-Unis ne pourront pas riposter aux côtés des autres pays de l'OTAN en soutien à Israël. Et donc, ils vont soutenir Israël. Et voilà, Netanyahou va nous entrer dans une sale guerre mondiale. Quand je vous ai dit, un cochon reste un cochon. Quand je vous ai dit que Benjamin Netanyahou, c'est un nazi pire, n'est-ce pas, que Hitler, eh bien, il le prouve tous les jours. Les amis, la triste vérité, et c'est avec cela qu'on va terminer, le monde occidental ne s'intéresse pas aux droits de l'homme, il ne s'intéresse pas à la vie humaine. Le monde occidental ne s'intéresse pas à la dignité humaine. Au fait, l'humain, c'est l'occidental. Mais dès que vous n'êtes pas un occidental, on s'en fout. Le seul langage que comprenne l'occidental, c'est l'argent. Vous touchez à son économie, il plie. Les États-Unis plient. Les États-Unis acceptent de négocier selon les 10 points de l'agenda iranien, donc ils capitulent. Macron, McCartney, les Anglais, le Premier ministre anglais accepte désormais qu'il faut, n'est-ce pas, négocier. Pour quelle raison? Parce que l'Iran touche l'économie. Eh bien, plutôt que de féliciter l'Iran, je félicite mon ancêtre, le gouverneur Toussaint Louverture. Plutôt que de féliciter l'Iran, je félicite mon ancêtre, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, dont vous devez connaître l'histoire. Cheikh Anta Diop disait aux Noirs, « Armez-vous de science jusqu'aux dents ». Et moi, en tant qu'historien, je vous dis, apprenez profondément l'histoire de vos ancêtres, car les meilleurs stratèges militaires ne se trouvent pas au Pentagone, ils se trouvent dans la colonie de Saint-Domingue. Si vous apprenez l'histoire de Toussaint Louverture, vous apprenez l'histoire de Jean-Jacques Dessalines, vous apprenez l'histoire d'Henri Christophe, vous serez de bien meilleurs stratèges que ceux qui sont à West Point. Au revoir, bonne semaine, on garde le moral, car tant que va le moral, tout va. J'espère vous avoir été utile, en tout cas telle a été ma prétention. Au revoir, bye.